Euh, ma tâche ce matin, c'est du coup, pour parler d'innovation, de vous parler en fait de deux termes qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup, c'est le terme d'usager et le terme d'usage. À l'heure actuelle, quand on parle d'innovation, c'est incontournable de se préoccuper, de se consacrer aux usagers, aux usages. En ça, en fait, je vais être en lien avec ce qu'on a vu hier quand on a vu les startups. Je vais être en lien avec certaines initiatives comme Julien Renaud nous le disait hier sur la nécessité, en fait, avec Wizas, de prendre en compte en fait les usagers et leurs besoins. Je vais rejoindre aussi l'intervention de Marc Tremblay sur l'importance des données et de nos données, des données dont on dispose dans nos propres organismes. Euh, voilà, donc c'est ça que je me propose de faire avec vous ce matin. Donc vous inquiétez pas, hein, toutes les petites lignes que vous avez en annexe, nous n'allons pas les voir, nous allons nous consacrer sur le développement en fait du propos. Alors un petit rappel en fait de l'importance des usages dans le cadre de l'innovation en entreprise. Euh, on a quelques entreprises majeures qui se sont emparées de cette question des données produites, des informations produites par leurs usagers. On pense bien sûr aux GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Apple et Facebook. Mais plus globalement, les distributeurs, les réseaux en fait, opérateurs de télécommunications, réseaux de distribution, réseaux de transport, se sont mis à exploiter les données en fait produites par leurs utilisateurs, par leurs usagers. Et puis, troisième point, on a bien sûr toutes les structures d'informatique et de gestion de données qui travaillent beaucoup à cette question de l'utilisation des données utilisateurs. Ces données utilisateurs, dans quel objectif elles sont utilisées dans du coup l'univers économique? Elles sont utilisées à destination de l'usager lui-même. Donc là, à destination d'entreprises, des entreprises qui produisent leurs données. Donc vous dans vos propres organismes. Et elles sont produites aussi à destination d'autres organismes, voire du grand public. À destination des usagers, j'ai pris l'exemple en fait de la consommation d'énergie. C'est-à-dire que les données qui sont des données de facturation, de consommation par les distributeurs d'énergie sont réinvesties, réutilisées pour faire des interfaces utilisateurs pour les usagers en fait de cette énergie. On a bien sûr l'exemple très connu du coup des réseaux de distribution en ligne qui enregistrent en fait les derniers choix, les dernières choses que nous avons cherchées et qui nous redonnent ça en fait en mémoire lorsqu'on re-rentre sur des sites de consommation. Donc là, on utilise la dernière donnée en fait de session pour rappeler à l'utilisateur les produits qu'il est en train de rechercher. Et puis, on a des initiatives plus originales dont je développerai ça plus rapidement, plus amplement tout à l'heure, ça veut dire quoi? Distribuer des données au grand public ou à des organismes officiels ou institutionnels. Donc, se développe l'exploitation de données pour suivre différentes logiques en fait, d'organismes. La première logique, c'est celle qui correspond en fait à l'amélioration des services proposés et l'amélioration de l'expérience client. Donc là, typiquement, la réutilisation des données de consommation énergétique peut servir à l'amélioration du coup de cette expérience client. On a la question d'augmentation des ventes, puisque la proposition des produits, des derniers produits en fait recherchés, bien sûr, elle incite en fait à consommer, à se rappeler en fait les achats qu'on veut faire. Et puis plus largement, il y a la question de l'image, de la communication et notamment du lien avec des institutions tierces, donc comme les institutions publiques par exemple. Sur ce dernier exemple d'utilisation des données de consommateurs ou d'utilisateurs, je vais faire un focus sur deux entreprises qui me semblent intéressantes. Je parlais des opérateurs téléphoniques tout à l'heure. Telefonica, qui est un opérateur téléphonique mexicain, pendant la crise du H1N1 en 2009, a utilisé ces données sur les consommateurs, sur les utilisateurs de portables, pour travailler avec le Mexique sur les réseaux dans lesquels la population se regroupait, et qui étaient des réseaux, dans le cadre du H1N1, qui étaient des hauts réseaux de risque par rapport à la diffusion en fait, du virus. Ils ont travaillé en collaboration, ça a permis en fait, d'identifier des points noirs,
d'interdire l'accès à certains sites, comme certains aéroports, etc., parce qu'on voyait bien que c'est là qu'il y avait le plus d'échanges. Et cette intervention de Telefonica, qui est un opérateur de téléphonie, en utilisant les données de ses utilisateurs, a permis de diminuer de 10%, enfin, a participé de la diminution de 10%, en fait, du coup, du taux d'infection au sein du pays. Donc cet exemple montre bien comment une donnée qui est faite pour un usage particulier, là en l'occurrence c'est le lien en fait aux utilisateurs de téléphone, peut servir à toute autre chose. Ici, servir une problématique qui est une problématique publique, de santé publique, par rapport à un événement type H1N1. Autre exemple, Blablacar, l'entreprise bien connue donc, de covoiturage, avait en 2011 avait mis à disposition en fait, les données de ces différents utilisateurs lors du coup d'un week-end de forte densité de circulation, puisque c'était le week-end de l'Ascension. Et en fait, ils avaient fait là une simulation des routes et des réseaux et de l'embouteillage. Et en fait, beaucoup d'utilisateurs, ça a fait vraiment le buzz sur Internet, beaucoup d'utilisateurs ont évité comme ça de se retrouver coincés dans certains bouchons grâce à cette prévision-là. Donc je vous le montre du coup en visuel, c'est assez parlant. C'est les données de leurs utilisateurs en fait qui covoiturent, qui ont permis de faire mieux que Bison Futé, parce que c'était les témoignages qu'il y avait sur Internet et via les réseaux sociaux. C'est beaucoup en fait d'utilisateurs qui racontaient que ça leur avait vraiment permis d'éviter en fait les points chauds qui embouteillent du coup les voies de circulation pendant ce qui avait embouteillé, c'est les voies de circulation pendant ce week-end-là. Vous avez le taux de saturation sur la gauche. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce qui est intéressant dans ces initiatives, c'est que ces données qui, au départ, sont des données qui sont faites pour un usage particulier. Là, en l'occurrence, c'est des données pour simplement que les utilisateurs puissent covoiturer. Elles sont réutilisées d'une autre manière. On transforme les données que nous avons dans nos organismes pour en tirer des enseignements tout autres, soit pour, du coup, communiquer sur ce que l'on fait sur nos organismes auprès notamment là, des médias, c'est ce qu'avait fait Blablacar, hein, c'était une vraie campagne de publicité en ligne, soit pour participer en fait à des actions qui sont des actions qu'on peut mener, y compris avec des institutions publiques, soit pour améliorer en fait l'expérience utilisateur. Donc la société que je représente ici, qui s'appelle DOMPLUS, qui est une société en fait d'intermédiation. Donc en fait c'est une société, on a nos conseillers qui accompagnent, soit en prévention santé, soit en prévention sociale, le public de grands groupes d'institutions de prévoyance et de mutuelles, et ils font de l'accompagnement social ou de l'accompagnement en prévention santé. Il y a à peu près 10 millions de personnes qui sont couvertes par les activités de nos services. Et on a déjà accompagné depuis l'ouverture de DOMPLUS, donc en 2000, 800 000 personnes. C'est-à-dire que nos conseillers ont accompagné 800 000 personnes dans des problématiques de vie quotidienne. Ça fait plus de 1500 situations chaque jour qui sont traitées et accompagnées par nos conseillers. Donc nous, on a une activité qui, initialement, est une activité en fait, d'accompagnement. Accompagnement social, accompagnement santé. Auprès de nos partenaires, donc mutuelles et institutions de prévoyance, on va effectuer la même démarche que ce que je vous ai montré préalablement du coup, avec les organismes de téléphonie ou du coup de peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on va utiliser les données d'utilisation de nos services pour conseiller et pour accompagner en fait, nos partenaires institutions de prévoyance ou mutuelles dans l'innovation. Comment on peut faire ça? On peut faire ça parce que nos conseillers en fait, accompagnent les tournants de vie en fait, de vos adhérents. Donc les tournants de vie, c'est quoi? C'est l'entrée dans la vie active, la création d'une famille, la promotion ou le changement d'activité qui conduisent à devoir déménager ou à changer de zone géographique, la préparation ou la réorganisation pour faire face à la retraite. Et ils accompagnent aussi les ruptures de vie. Donc les ruptures de vie, c'est des choses plus lourdes, moins agréables à vivre souvent, donc la perte d'emploi, l'endossement du rôle d'aidant, qui peut souvent être assez difficile à effectuer, les divorces, les séparations, les décès, notamment le décès du conjoint, et puis les maladies ou l'invalidité. Donc ils accompagnent tout ce genre de situation. Dans cet accompagnement, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe que dans l'échange, les conseillers
du coup, saisissent énormément d'informations sur le vécu, en fait, des adhérents, des mutuelles ou des institutions de prévoyance qui passent par nos services. Et ces informations, donc qu'on nomme maintenant data, puisqu'on reprend cette terminologie-là, au départ sont non numérisées, hein, puisqu'il s'agit d'échanges oraux avec les personnes. Et en fait, tout le travail, c'est de numériser en fait, ces échanges, soit par via de saisie informatique, soit par via d'enregistrement, pour en faire des données de différentes natures, soit des données structurées, donc ça c'est ce que vous connaissez via les CRM classiques, hein, on a tout un tas de données qui sont prévues et que les conseillers vont rentrer directement dans leur CRM. Semi-structuré, c'est que là, le conseiller en fait un petit résumé de ce qui s'est passé avec la personne. Donc, on lui demande de noter un certain nombre de choses de manière standardisée, comme le contexte de la personne, son âge, c'est quoi la difficulté qu'elle vit. Mais après, il est libre de noter des choses du coup supplémentaires. Donc, la donnée semi-structurée, elle est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus libre. Donc, elle commence à être un petit peu plus exhaustive que la donnée structurée. Et ensuite, on a des données non structurées, où là, c'est vraiment les enregistrements de ce que les personnes vont exprimer dans le cadre de la conversation. Pourquoi j'insiste sur ces trois natures de données? Parce que dans le cadre de l'innovation, en fait, l'utilisation de ces trois types de données, structurées, semi-structurées et non structurées, est importante. Parce qu'avec la donnée non structurée, on vise à l'exhaustivité. Par contre, elle est beaucoup plus difficile à exploiter statistiquement. Avec la donnée structurée, on a une exploitation du coup systématique et statistique qui est très simple, puisqu'on recueille toujours le même type de données. Par contre, on a une perte en fait sur des données très importantes, et notamment les données du coup sur la sensibilité des personnes, sur la manière dont elles vivent les choses, une perte qui est considérable. Donc nous, on a fait le pari du coup de jouer sur les trois tableaux donc, de nature de données. Et ça permet du coup d'obtenir une donnée qui, ce qu'on appelle maintenant la smart data, c'est-à-dire que c'est pas la volonté, c'est pas d'emmagasiner un nombre considérable de données, donc on n'est pas dans du big data, on est vraiment dans le smart data, c'est d'aller vers la donnée la plus pertinente en fait pour accompagner nos partenaires, mutuelles et institutions de prévoyance. Pour faire quoi? En fait, nos partenaires nous utilisent beaucoup pour trois choses, soit pour créer de nouvelles offres, c'est-à-dire qu'ils ont identifié du coup un public et donc ils veulent créer de nouvelles offres pour ce public. Soit ils nous utilisent beaucoup aussi, ils utilisent ces informations, ces retours d'informations pour du coup améliorer ou modifier les offres existantes. Donc là aussi, hein, la façon dont nos services sont utilisés, ça nous donne des outils, on le verra tout à l'heure, je vais prendre un exemple, pour réajuster en fait les services existants. Et puis, troisième point, pour mieux communiquer, et notamment mieux communiquer auprès du coup des adhérents, auprès des bénéficiaires en fait des offres. Et ça, c'est très important aussi. Donc voilà, ce qu'on propose vraiment, c'est vraiment ça, c'est d'améliorer ces trois axes. En faisant quoi? Donc grâce en fait au recueil qu'on a sur la vie de la personne qui passe par le service d'accompagnement, puisqu'on arrive à recueillir des données sur sa situation globale, sur la façon dont elle vit sa situation, c'est-à-dire que sa sensibilité, ce qui lui pose problème, quels sont les freins psychologiques qu'elle peut avoir par rapport au fait d'effectuer des démarches, par exemple, pour obtenir une aide. On a aussi tout un tas d'informations qui remontent sur la façon dont elle utilise son environnement de vie, son domicile, la proximité ou l'éloignement de ses proches. Tout un tas de données sur, du coup, la façon dont elle utilise les services aussi qui lui sont proposés. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a commencé à faire des retours d'informations à nos partenaires, institutions de prévoyance et mutuelles, dans le cadre d'offres d'aide d'action sociale qui n'étaient pas ou peu utilisées, en fait. Et nos partenaires nous disaient, vous qui avez le contact avec nos adhérents, dites-nous, c'est quoi les freins? Qu'est-ce qui fait que les personnes, en fait, n'utilisent pas plus l'aide qu'on leur a mis à disposition? Je me rappelle des premiers retours qu'on leur avait fait, c'était sur certains secteurs où il y avait une sous-utilisation des CESU, chèque emploi service universel, qui leur était du coup attribué. Et en fait, on voyait que pour certains de nos partenaires, il y avait une utilisation qui était à moins de 40% des CESU, alors qu'ils avaient été financés, et donc on se retrouvait avec des taux de consommation très faibles. Donc, quand je parle de s'intéresser à l'usage, ça veut également dire s'intéresser au non-usage. Parce que souvent, le non-usage donne beaucoup d'informations clés et intéressantes pour mieux comprendre comment fonctionnent les adhérents et ce qu'ils attendent, en fait. On s'intéresse bien sûr à leurs besoins, puisque les conseillers recensent, en fait, toutes les attentes et les besoins, en fait, des bénéficiaires. On s'intéresse également à leur perception et représentation, ça c'est très important, notamment dans le cadre de la prévention santé. En fait, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de barrières qui viennent des représentations des bénéficiaires.
On peut leur mettre en place tout un tas de choses. Parfois, ils ne les utilisent pas simplement parce qu'ils ont... Par exemple, l'idée qu'ils se font de la santé, c'est « je suis malade, donc je m'occupe de ma santé ». Un bénéficiaire qui est dans cet état d'esprit-là, il n'utilisera pas les outils de prévention qu'on peut lui mettre à disposition. Donc il faut l'aider en fait à transformer la représentation qu'il a, la perception qu'il a de la santé. Je me rappelle dans le cadre aussi d'aide d'action sociale, avoir accompagné certaines personnes. Donc là, en l'occurrence, c'était un bénéficiaire qui était militaire et qui disait « Écoutez, moi j'ai fait telle ou telle guerre, je me suis toujours débrouillé tout seul ». Et il refusait de mobiliser l'aide d'action sociale, en fait, qu'il avait le droit de mobiliser, parce qu'il disait « je ne suis pas un assisté ». Tant que dans l'accompagnement, on n'a pas levé en fait, ce frein, qui est l'association Aide sociale Assistana, il y a tout un tas en fait, de bénéficiaires qu'on n'arrivera pas à accompagner vers l'utilisation de ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire leurs droits sociaux. Donc on fait des retours d'informations sur ce type de représentation qui peuvent être des freins, et notamment des freins à l'accès aux droits, en fait. Et puis les caractéristiques sociodémographiques, bien sûr, des personnes. Donc ça, c'est en globalité les différents éléments que nous travaillons, sur lesquels on fait des retours d'informations, du coup, à nos partenaires, voilà, pour mieux comprendre, en fait, ces différents points. Pour ne pas vous perdre dans des conjectures théoriques, je vais prendre 4 exemples qui illustrent, en fait, ce type de retour d'informations. Donc, on part des données, des informations laissées par les bénéficiaires dans le cadre des services d'accompagnement, et on va en tirer, en fait, des informations qui, au-delà de permettre l'accompagnement de ces bénéficiaires, c'est quand même le but premier en fait, de ces informations, hein, c'est que les conseillers puissent les utiliser pour bien accompagner chaque personne. On peut en faire des retours globaux qui permettent de faire autre chose avec ces informations. Donc là, en l'occurrence, on suit cette espèce de tendance, cette logique qui se développe du coup sur les marchés. Notamment, on a des partenaires qu'on accompagne lors de la création d'offres. Lorsque la question des aidants est apparue comme du coup une ligne importante, notamment des axes des fédérations des institutions de prévoyance ou des caisses de retraite complémentaires, lorsque certaines entreprises mobilisent du coup leur couverture sociale ou couverture santé parce qu'elles veulent accompagner en fait le public des aidants, faut-il encore savoir qui sont les aidants? Donc nous on utilise en fait les informations des aidants qui passent par nos services d'accompagnement pour donner à chacun de nos partenaires, en fait, le profil des aidants le concernant, en fait, est-ce qu'il a des aidants ou pas dans son public, et essayer aussi d'éviter, en fait, les écueils, c'est-à-dire éviter de tomber dans les idées reçues sur les populations accompagnées. Donc, en l'occurrence, sur les aidants, pour vous donner juste quelques exemples, les aidants n'accompagnent pas toutes, en fait, ne sont pas tous derrière les aidants, il n'y a pas systématiquement une organisation familiale. Donc, nous, on est allé creuser, en fait, dans les aidants qui sont accompagnés dans nos services, et on s'est aperçu qu'effectivement, on avait du coup énormément d'aidants qui étaient en fait tout à fait seuls. Il n'y a pas d'autres membres de la famille qui aident la personne aidée, et il y a parfois très peu de professionnels qui interviennent également. Il y avait 56% des aidants qui passent par nos services en fait, d'accompagnement qui n'ont aucun autre membre de la famille qui accompagne la personne aidée. Ils sont 39% à être aidés ni par un proche ni par un professionnel. Voilà une donnée intéressante lorsqu'on s'intéresse à ce qu'on peut proposer à ce type de public. On a aussi la question de aidants égale personnes âgées. Nous, dans nos publics, alors qu'on a beaucoup de publics qui sont très âgés, on accompagne la dépendance, on accompagne certains contrats, du coup, dépendance, on accompagne certains contrats retraite. Donc, on a un public qui est très âgé. Et malgré ça, en fait, on a beaucoup d'aidants qui n'accompagnent pas, en fait, une personne en perte d'autonomie liée à l'âge. On a des aidants qui sont beaucoup plus jeunes et qui accompagnent du coup des maladies ou du handicap. Donc voilà, c'est ce type de retour qu'on fait à nos partenaires pour qu'ils puissent se positionner sur, là en l'occurrence, un public et savoir quoi proposer en fait à ce public. Et on va jusqu'à l'identification des besoins. Donc, pour les aidants, en fait, ce qui est bien, c'est que les besoins en plus restent relativement stables. Il y a énormément de besoins d'intervention en fait au domicile. Il y a des besoins liés à l'aménagement de la vie familiale et de l'habitat. Donc voilà, on retrouve les grands besoins assez facilement, sans oublier le besoin majeur en fait dans la population des aidants, qui est le besoin de se protéger soi-même, le besoin en prévention santé. Parce qu'on sait malheureusement que pour ce public-là, en fait, et nous on les a, puisqu'on a plus de 10% de nos aidants qui sont totalement épuisés lorsqu'ils demandent à être accompagnés, donc ils sont déjà dans un état d'épuisement. En fait, c'est que pour certaines pathologies très lourdes, type Alzheimer ou type voilà, maladie de dégénérescence chronique, les aidants finissent par fatiguer et par s'épuiser avant même la personne aidée. Donc c'est un des enjeux, en fait, pour accompagner ce type de public.
Donc là, c'est un premier exemple, c'est on peut aider en fait à créer ces informations issues des services d'accompagnement en fait. Là, en l'occurrence, c'est les services du coup d'accompagnement de la société Dom+, mais peuvent servir en fait à réfléchir à un public et à une offre à proposer à un public. Deuxième exemple, ça peut servir du coup à créer, ça peut servir aussi à créer des offres en faisant attention à s'attacher aux véritables besoins d'une population. On a un certain nombre de nos partenaires qui se sont posé la question de la précarité énergétique. Parce qu'on sait que la précarité énergétique, elle peut toucher, alors selon l'INSEE, de 14 à 20% de la population française, ce qui est considérable. Donc, bien sûr, on les aide à identifier si ils ont des personnes en précarité énergétique au sein des publics accompagnés, en fait, soit par la couverture santé, soit par leur couverture sociale. Mais on va plus loin que ça. On confronte, je vous parlais tout à l'heure de l'importance de combiner données structurées et données, moins structurées. On confronte, en fait, ce qu'on est capable de dire dans notre CRM, donc par exemple, le poids de la dépense énergétique par rapport au budget global de la personne, parce que les conseillers échangent avec les personnes pour savoir quelles sont leurs entrées, leurs sorties, pour voir si elles arrivent à s'en sortir en fait financièrement. Donc on se base sur la donnée, enfin la définition juridique de la précarité énergétique. Donc ça, c'est une donnée structurée, une donnée concrète, objective. Et on confronte ça avec qu'est-ce que disent les personnes qui sont en précarité énergétique quand elles sont accompagnées par les conseillers. La confrontation, l'effet miroir est flagrant et très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on a moins de 10% de ces personnes qui sont en précarité énergétique par définition, c'est-à-dire qu'ils consacrent plus de 10% en fait, de leurs revenus à l'énergie, ce qui est trop considérable par rapport à leur budget. On constate qu'il n'y en a que 10% qui identifient l'énergie comme un poste de dépense trop élevé. La majorité vont parler de toute autre chose, ils vont parler globalement de leur charge, de leur loyer, ils vont nous parler de leur retraite qui est trop petite, ils vont nous parler de tout un tas de choses, mais jamais en fait de cette part énergétique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'accompagner ce type de public-là, les personnes confrontées à la précarité énergétique, la première chose à faire, c'est les aider à prendre conscience que dans leur budget, l'énergie est un poids considérable et devrait du coup amener à être revue. Et de là, ça permet en fait, une fois qu'ils ont considéré leur budget en le découpant en fait, ce qu'on connaît assez bien, mais ce que tout un tas de publics ne savent pas faire, n'arrivent pas à faire, du coup découper le budget en différents postes de dépenses, ça va leur permettre d'identifier l'énergie comme un poste de dépense en fait considérable et sur lequel il faut jouer. Et alors seulement, on peut commencer à parler du coup de modification du coup des équipements, de modification des comportements énergétiques. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là de conscientisation, on loupe 90% du public. C'est énorme. Donc ça, c'est une indication importante par rapport à ce type de public pour savoir que faire auprès de ce type de public, comment agir en fait auprès des personnes en précarité énergétique. Troisième exemple de retour d'information, sur le choix des innovations techniques. On a beaucoup parlé de l'innovation technologique, on a beaucoup parlé du digital, notamment hier. On a vu les startups qui proposent de plus en plus de choses, notamment du coup dans les échanges peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, de personne à personne, d'égal à égal, on pourrait dire. Donc il y a des choses qui sont en train de s'instaurer. Mais du coup, ça se démultiplie, donc on se retrouve face à une démultiplication donc des réseaux, des communautés en ligne, des réseaux sociaux, des outils technologiques qui peuvent équiper un domicile. Donc nous, on a tout un tas de nos partenaires qui nous ont posé la question en disant, par rapport à cette innovation pour le domicile, pour améliorer du coup la vie au domicile de nos adhérents, c'est quoi les choix qu'il faut effectuer? Parce qu'on se retrouve devant une masse de possibilités, une masse de possibles en termes d'innovation, donc c'est quoi le plus pertinent? Donc là, on accompagne nos partenaires en disant ça dépend bien sûr la cible, ça dépend de la tranche d'âge, et grâce au retour d'informations qu'on a sur les différents publics, on peut aider en fait à décider de ce qui semble plus ou moins pertinent dans toutes ces innovations, notamment technologiques ou innovations du coup digitales. Là, je prends un exemple très précis. On a travaillé sur la question du chez-soi pour les personnes de plus de 70 ans. Le chez-soi pour les personnes de plus de 70 ans, c'est d'abord un équilibre fragile. C'est plus exactement des équilibres fragiles. Une fragilité entre l'équilibre entre l'intimité, c'est-à-dire rester chez soi de manière préservée, dans son intimité, et la sociabilité, pour avoir des contacts avec des tiers. C'est un équilibre fragile entre la sécurité et la prise de risque. Nous, on a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils ne veulent plus sortir parce que, du coup, ils ont peur, par exemple, de chuter.
On a des personnes qui expliquent qu'elles ne veulent plus aller, par exemple, à la fameuse fête des voisins qui est organisée chaque année, parce qu'en termes d'image, elles n'ont pas envie de montrer en fait à certains membres de leur entourage qu'elles ne peuvent plus se lever ou s'asseoir sur une chaise toute seule et qu'elles ont besoin d'être aidées. Donc c'est un équilibre fragile toujours entre la préservation de son image, la préservation de soi et la sociabilité. Et puis c'est aussi un équilibre fragile entre le recentrage sur soi, je veux du temps pour moi, pour me reposer, pour me ressourcer, et l'ouverture aux autres. Donc tout ça, en fait, c'est uniquement ces équilibres qui permettent de préserver le chez-soi et le domicile pour que la personne y soit confortablement, du coup, installée. Dire ça, ça veut dire qu'il y a un risque majeur, c'est le risque de l'imposition de l'extérieur, et notamment de l'imposition de normes extérieures. Nous, on le voit bien, avec toute la question des dispositifs techniques et de la domotique, on a beaucoup de retours d'utilisateurs qui nous disent en gros qu'ils ont l'impression que leur domicile est trop médicalisé, ou ils ont l'impression du coup qu'ils perdent du coup, la gestion du temps chez eux, par exemple avec le nombre d'intervenants qui interviennent à leur domicile. Donc tout ça, le risque, c'est que les normes extérieures, en fait, excluent la personne de chez elle, excluent la personne de son propre domicile. Donc cette question du choix de ce qui, en termes d'innovation, est le bon outil technique, le bon service à proposer en fait à ce type de public âgé de plus de 70 ans vivant du coup à son domicile, parfois seul à son domicile, ça demande de faire ça de manière très sensible et de se focaliser vraiment sur comment les usagers vivent en fait le fait d'être à leur domicile. Nous, ce qu'on a retiré comme enseignement majeur sur ce public très âgé, c'est la question de la contrepartie. C'est-à-dire que ce public très âgé accepte d'être aidé. Il accepte du coup d'avoir des services qui lui sont proposés à partir du moment où il le vit bien. Et pour qu'il le vive bien, il faut qu'il ait l'impression de pouvoir donner une contrepartie. S'il n'y a pas de contrepartie dans l'échange, et notamment l'échange de services, la personne va vivre une dévalorisation d'elle-même, va se sentir culpabilisée et va avoir le sentiment de perdre son utilité sociale. Ce qui veut dire qu'il faut se poser la question des attachements négatifs et des attachements positifs. Les attachements positifs, c'est quand la personne a l'impression qu'elle aussi, elle donne quelque chose à la personne qui va l'épauler, va la soutenir. Ça, c'est majeur pour ce type de public. Donc là, j'ai pris un exemple volontairement. On a une dame qui, en fait, son fils se rend chez elle, on le sait, parce que les conseillers accompagnent donc cette famille, tous les jeudis pour lui faire ses courses. La façon dont la personne présente cette situation est totalement différente. Elle, la façon dont elle le présente, c'est de dire que comme elle a du coup un verger et qu'elle a du coup des fruits et des légumes, son fils se déplace chez elle parce que du coup ça lui permet de récupérer les pêches qu'elle va lui donner. Et comme il est là, il en profite pour faire ses courses. Cette petite façon de présenter les choses peut sembler anecdotique, mais elle ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que là, la personne accepte en fait l'aide, là en l'occurrence de son fils, parce qu'elle peut du coup mettre ça en perspective d'un contre-don. C'est-à-dire qu'elle peut se dire qu'elle va lui donner quelque chose en fait à son fils, et c'est ça qui fait qu'elle vit très bien l'aide qu'il lui a apportée. Donc en recueillant tout un tas du coup d'expériences comme ça, de témoignages, qui mettaient en avant la nécessité du coup d'être dans la contrepartie, il paraissait évident de proposer, de conseiller à nos partenaires mutuels et institutions de prévoyance d'opter beaucoup et de réfléchir beaucoup à la question des réseaux communautaires et du peer-to-peer. C'est-à-dire ce système de pair à pair qui permet, quand je reçois un service, d'en proposer un en échange. Par rapport à ce type de public, cette innovation-là, elle semble pertinente. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toutes les innovations quelles qu'elles soient, ça veut dire qu'on voit bien que là, on a des informations sur la façon dont les situations sont vécues qui permettent d'aiguiller, de guider plutôt vers tel type de prestation plutôt que tel autre. Et ça permet de faire de l'innovation en ayant à l'esprit en fait l'usage et la façon dont les personnes vivent en fait l'utilisation des offres et des services qui leur sont proposés. Et j'en finirai avec un quatrième exemple, qui était un exemple où on nous avait demandé, en fait un de nos partenaires avait un fonds d'action sociale qui était dédié aux aidants, et il s'apercevait que la ligne en fait qui était consacrée à ce fonds n'était pas du tout consommée. Donc là, il y a un fonds à disposition. On sait que les aidants ont beaucoup de difficultés, notamment à financer en fait, les prestations au domicile de la personne aidée. Néanmoins, il n'y avait pas d'utilisation en fait, du type de service. Là, en fait, toujours pareil, en écoutant les personnes et en réussissant à comprendre la manière dont elles se présentaient à leur institution de prévoyance ou à leur mutuelle, lorsqu'elles voulaient être accompagnées, on s'est rendu compte qu'il y avait 90% des personnes qui sont en situation d'aidant qui ne se considèrent pas comme telles et qui ne se désignent pas comme telles. Ce qui voulait dire en termes de conseils là, en communication pour nos partenaires,
La chose très simple qui maintenant est très répandue et a été vraiment pris en compte par la totalité en fait, des acteurs sur cette question-là, c'est le fait que s'adresser en fait, aux aidants, ça veut dire à plus de 90, enfin à 90%, lui parler d'autre chose que de son statut d'aidant. Sinon, en fait, on ne lui parle pas parce que la personne qui est en situation d'aidant ne se reconnaît pas comme telle, donc ne va pas se reconnaître dans l'offre de services ou de produits qui lui sont proposés, puisqu'elle va s'estimer être le fils, la nièce, la petite-fille, etc., de la personne, et ne va pas se reconnaître dans la terminologie aidant. Donc là, en termes de communication, ça veut dire qu'il y a un travail à effectuer pour communiquer via l'aider, via les offres à l'aider, en fait, par la bande, pour atteindre ce type de public. Et ça aussi, c'est une donnée qui vient, du coup, de l'utilisation des services d'accompagnement et qui permet de réfléchir à la communication auprès des bénéficiaires. Voilà un exemple de l'utilisation des données des usagers, en fait, de nos services, de vos services, pour améliorer, du coup, ce qu'on propose à ces usagers. Merci. Merci Arnaud. Alors, on a une minute, une question dans la salle. Ah oui, Didier au premier rang. Ah mince, ah oui, attendez, on n'avait pas prévu les questions, donc les hôtesses ne sont pas là. Oui, merci Arnaud. Je voulais savoir comment vous gériez la problématique de la protection des données personnelles, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez effectivement vous génériez une masse importante de data, que ça soit structuré ou non structuré. Et par expérience, quand on travaille dans l'assurance, notamment santé, on est soumis à des contraintes assez fortes dans ce domaine-là, donc ça doit être le cas pour vous aussi. Comment vous faites ? Alors, cette question de la donnée, ou plus exactement des données sensibles, ce qui est bien, c'est que chez Adom+, on s'y est confronté très tôt, parce que avant d'être confronté même aux données de santé en elles-mêmes, on recueille tout un tas de données sur, du coup, les personnes, est-ce qu'elles se sentent bien ou pas, et puis comment ça se passe, du coup, est-ce que... Par exemple, on recueille des données sur la situation sociale des personnes, est-ce qu'elles sont endettées ou pas. Donc, on s'est très vite confronté à la question de la sensibilité des données, y compris sociale, en fait. Donc, on a développé tout un tas de process pour, du coup, garantir, en fait, l'anonymisation des données. On stocke les données qui sont des données vraiment sensibles au sens de santé chez des hébergeurs, du coup, qui sont agréés. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est un peu le standard, on a une façon de gérer nos données en termes d'anonymisation et de destruction, en fait, qui nous permettent, du coup, de préserver, en fait, cette sensibilité et de préserver surtout, en fait, l'intégrité des personnes. Et on n'utilise jamais, en fait, les données personnelles à destination d'une personne nominative. C'est-à-dire qu'on fait des retours qui restent des retours globaux, collectifs, sur un type de public, une population cible. Jamais on entrera dans monsieur un tel ou madame un tel. On reste sur des données, du coup, anonymisées et collectives. Et ça, c'est très, très important. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu. C'est parfait. Merci beaucoup, Arnaud. On va passer...